Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans La Traversée. Et je voulais qu'on débriefe ensemble en fait la session que nous avons eue avec Marc Vella, pianiste virtuose, compositeur, écrivain et à ses temps perdus bien évidemment aussi conférencier. J'ai beaucoup aimé en fait certains passages et il y en a qui m'ont fait penser en fait à Saint-Exupéry, dont je suis un grand fan. Aimer, ce n'est pas regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Je le redis, aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Je pensais à ça quand il parlait d'amour. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. C'est 2 citations d'Antoine Saint-Exupéry qui devraient vous porter ou nous porter dans cette traversée. Alors dans cet épisode, j'ai envie d'abord de vous parler de la biologie des croyances, de Bruce Lipton. Ça fait écho à ce que j'ai entendu. Enfin, il en fait référence lui aussi d'ailleurs. Mais est-ce qu'on est conscient en fait, est-ce que vous êtes conscient que vos croyances créent un environnement positif qui peut être neutre ou négatif? Et quand je dis neutre, négatif ou positif, en fait, à quoi? À l'accomplissement de votre vie, à vos projets, à votre santé? Oui, tout ça. Je vous conseille vraiment de lire La biologie des croyances de Bruce Lipton. Moi, ça m'a conforté dans certains registres, ça m'a ouvert dans d'autres, ça m'a alarmé dans certains. En fait, il parle évidemment des effets placebo qu'on connaît, qui créent quelque chose de positif pour nous, qui nous aide, mais aussi des effets nocebo que je ne connaissais pas aussi bien décrits. Évidemment, j'en avais une conscience, mais peut-être pas des preuves. Et là, c'est un scientifique qui a consacré sa vie à faire de la biologie et biologie du vivant. Et il s'est intéressé en fait à la puissance de nos croyances sur cette biologie, sur cette chimie interne. Et donc il nous parle de nos croyances positives et négatives qui affectent notre santé et notre vie. Retirer de la santé à son être, c'est lui retirer de la vie, quoi. Et j'aime cette idée qu'on puisse agir sur nos croyances comme des filtres d'un appareil photo. Si je change le filtre, eh bien, j'ai une autre manière de voir le monde. C'est ce qu'on voit directement à travers un appareil photo qui va polariser, qui va mettre des couleurs, changer peut-être aussi de la profondeur de champ. Et bien là, en fait, mes croyances vont agir comme les fils d'un appareil photo. Elles vont s'adapter et à ma vision du monde, ou au contraire, elles vont influencer ma vision du monde. Lorsque j'admets en fait réellement que mes croyances ont un pouvoir sur moi, en fait, je détiens la clé de ma liberté, je détiens la clé pour moi aussi de ma santé. Alors pas que physique, mentale, bien évidemment. Il y a 4 grandes énergies, l'énergie physique, l'énergie émotionnelle, l'énergie psychique, qu'on appelle mentale souvent, et puis l'énergie spirituelle, l'alignement de ma vie à ce qui est fondamental, à ce qui est essentiel pour moi, à ce que certains vont définir comme religieux, mais spirituel pour moi c'est l'esprit. Donc dedans il peut y avoir effectivement du religieux, comme il peut y avoir tout simplement de ce contact profond qu'on a à soi.
Et si je suis aligné dans mon travail, bah, c'est plus simple. Si je suis pas aligné dans mon travail, c'est compliqué. Et l'alignement, en fait, ça vient toujours de ces 4 registres, potentiels aussi, de ressentir ces énergies qu'on va appeler de l'énergie du ventre, de l'énergie, du ventre. On peut descendre même plus bas, de l'énergie, du bassin, hein, qui est dans le lieu de l'énergie, sexuelle comme de l'énergie de la créativité. Et quand, cette énergie du ventre dysfonctionne, eh bien, c'est un volcan. Alors en fait, est-ce qu'il couve ou est-ce qu'il est apaisé? Est-ce qu'il est endormi? Ou est-ce que, c'est, l'Etna, Pompéi, en déchaînement? Et puis, l'énergie du cœur, et l'énergie du cœur, c'est l'énergie de la reliance, l'énergie de la relation. Et donc dans, ma capacité à rester dans une bonne énergie, eh bien, c'est aussi de savoir bien gérer cette énergie, émotionnelle, et certains, n'y arrivent pas ou y arrivent peu. Moi, je m'aperçois que dans la vie, j'ai pas de difficulté à faire des choix, mais quand c'est des choix émotionnels, ça peut m'arriver de me compliquer les choses. Voilà. Et puis l'énergie mentale, c'est, l'énergie de la capacité de bien vivre psychiquement, ou les situations complexes. Donc quand ma fréquence, augmente, la fréquence de mon cerveau augmente, eh bien, est-ce que je résiste bien à ça? Est-ce que je gère bien cette situation? Et donc on voit bien que dans certains cas, en fait, ça nous crée de l'excitation. Et puis quand on dépasse peut-être, soit, le nombre de calculs, le nombre de 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 boucles que l'on peut faire dans notre tête, eh bien, à ce moment-là, ça devient, compliqué. Une usine à gaz, on va appeler ça comme ça. Et donc tout ça, en fait, ça produit de la chimie, bien évidemment. Votre cerveau va produire, à travers les neurotransmetteurs, un certain nombre de chimie, et enfin, qui vont influencer, et comme vous le savez, ça va influencer aussi votre, manière de vivre. Donc vos pensées influencent vos émotions, qui influencent, vos comportements. Donc pour moi, c'est important de se rappeler toujours que la biologie s'adapte à mes croyances, et que en fait, elle peut aussi, être modifiée, cette biologie, chimiquement, par les croyances. Alors quand j'admets réellement que ça a un pouvoir sur moi, ben, en fait, je le redis, c'est la clé pour moi de la liberté. La clé de la liberté ou la clé de la santé. Et je ne peux pas changer la matrice, de mon code génétique, mais je peux changer mon esprit. Autrement dit, vous n'êtes pas responsable de la tête que vous avez, mais vous êtes toujours responsable de la tête que vous faites. Et donc faire la gueule, fatigue. Pas seulement vous-même, bien évidemment, mais votre entourage. Et donc tout ça, c'est voilà, c'est, un peu résumé trop rapidement sûrement, tout ce que peut vous dire, ce livre de Bruce Lipton. Mais en tout cas, j'avais envie de vous en parler un petit peu parce que je trouvais que ça faisait écho avec, ce que nous avait dit, Marc. Et puis la deuxième chose dont j'avais envie de parler avec vous, c'était de la notion d'harmoniser les fausses notes de la vie. J'ai adoré ce passage des fausses notes. Qu'est-ce que c'est que harmoniser les fausses notes? Comme il disait, j'aime le fait que les fausses notes sont des opportunités, nos déraillements, nos difficultés, nos erreurs, mais en même temps, comme vous le savez aussi, c'est grâce à ces moments qu'on peut prendre du recul, c'est grâce à ces moments qu'on apprend à travailler sur soi, c'est grâce à ces moments que, aussi on peut, prendre conscience de ce qu'on fait, hein. Des fois, on apprend difficilement avec, la réussite. On l'apprend des fois, avec, ce qu'on peut appeler l'échec, ou en tout cas, la non-réussite. Et harmoniser, c'est la réponse. Harmoniser, c'est faire en sorte que cette leçon ne soit pas une cicatrice, visible ad vitam aeternam. C'est toujours cette difficulté qu'on peut avoir de faire porter, à la vie, aux autres, de vouloir, marquer au fait, de pouvoir se plaindre, de pouvoir, toujours notifier qu'on a eu un problème, et donc si on a une cicatrice, c'est que on peut ensuite s'en vanter. On voit ça dans des films. Mais en fait, voilà, nos cicatrices n'ont pas pour vocation de noter, notre pédigré, notre CV. C'est, nos cicatrices sont des opportunités de se rappeler, les leçons qu'on a appris peut-être durement de la vie. La vie nous sert des plats, et des fois on n'est pas tout à fait prêt. Et ou bien on est prêt, mais on n'y croit pas. Là encore, on peut reparler des croyances.
Alors je suis toujours, moi, intéressé par, la notion de dissonance. À quel moment, en fait, dans une note, comme Marc nous le propose, c'est qu'en fait, c'est même une astuce pour les grands compositeurs que d'utiliser la dissonance pour changer soit le thème, soit, quelque chose d'autre peut-être. En tout cas, de retrouver une autre écoute de notre part et je trouve que j'avais pas entendu la dissonance comme ça et ça m'a plu aussi de l'entendre comme ça. L'utiliser pour changer. Comme moi je l'utilise en fait dans ce que j'appelle de la rupture. Créer une rupture permet de augmenter l'écoute. Faire une pause et puis, je vais pas le faire pour vous, mais je mets d'un seul coup beaucoup de voix. Mais si vous m'écoutiez avec un casque, vous seriez obligé de l'enlever parce que je ferais trop de bruit. En fait, ça serait ça, voilà. Changer le registre de ma voix, ou le volume. Eh bien, c'est des ruptures. Mais ça peut être quasiment plus de son, au contraire, un son énorme. Mais ça peut être tellement d'autres choses. Et moi, j'aime cette idée associée à ça, c'était de, de parler d'envol. D'où Saint-Exupéry, Terre d'envol. Sortir, sortir de situations dans lesquelles je suis emprisonné. Sortir de l'enfermement. Alors, enfermement, ça peut être de tellement de choses. Ça peut être de mon juge intérieur, évidemment. Ça peut être des situations de vie dans lesquelles je me suis mis. Ça peut être de mes croyances. Ça peut être de tellement de choses. Mais c'est peut-être souvent que je n'ai pas pris le temps de me reconnecter à l'amour des autres ou l'amour de soi. L'amour des autres. Donc à quel moment je regarde que en fait il y a autour de moi potentiellement d'autres personnes qui peuvent m'aimer, d'autres personnes qui me donnent leur amitié, et ça c'est souvent sans fin. Personne ne compte en amour. Quand on compte, c'est qu'on est déjà plus en amour. Donc je suis toujours épaté quand voilà, on ose vraiment l'amour. Comme je dirais souvent le rapport de parents-enfants, mais aussi de l'amitié forte, hein, qui n'ont pas de limite en fait aussi, qui sont portés par quelque chose de libérateur, l'amour. Repenser simplement que voilà, dans les derniers instants de la vie, il y a encore de l'amour. Dans les plus grandes souffrances que j'ai pu partager avec des personnes que j'ai accompagnées en fin de vie, j'ai toujours vu que ce qui surnageait, ce qu'il y avait au-dessus, c'était toujours de l'amour. Et même si jusqu'avant, juste au dernier moment, il y avait encore de l'amour contrarié, au dernier moment, il y a encore de l'amour. Simplement, rien que de l'amour. Et j'étais heureux de pouvoir repartager ça avec Marc aussi. Alors, l'amour de soi et l'amour de l'autre, bien évidemment que c'est fondateur, ça nous permet d'être qui nous sommes, et heureusement que par moments, on a la dose de ce qui va bien en termes d'amour de soi ou de celle qu'on peut porter aux autres. Il y a des moments où on y arrive moins bien, et on est plus contre que pour. Et là, je me rappelle toujours en fait que ce qui est important, c'est cette phrase justement qui m'aide: fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, et pas l'inverse. Parce que ça m'a souvent, c'est une phrase que je me suis souvent répétée dans la vie. D'oser faire de ma vie un rêve et d'un rêve une réalité, c'est-à-dire ne pas rêver ma vie, mais vivre mes rêves. C'est assez classique, mais au fond, est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce qu'on se l'approprie vraiment? Moi, ça fait partie des challenges que je me suis fixés régulièrement. C'est tous les ans je me dis quels sont les rêves que j'ai pas encore accomplis, que je voudrais accomplir dans cette vie là maintenant. Quels sont et puis avec qui, avec le temps, c'est plutôt avec qui. Pour moi, c'est plus important maintenant, c'est avec qui. Des fois, c'est pas obligatoirement mon plus grand rêve, mais de le faire avec quelqu'un qui rêve vraiment de ça, eh ben, je serais extraordinaire. Voilà, c'est des moments dans lesquels, en fait, l'amitié se forge davantage, et on vit des moments qui sont au-delà de ce qui était prévu, au-delà du manuel, au-delà du plan. Donc, au-delà du rêve, quoi. Ça, c'est formidable. J'avais aussi envie et donc pour moi, tout ça, c'est des rapports directs qu'on a
dans n'importe quel projet, qu'on soit dans un projet professionnel ou qu'on soit dans un projet artistique, professionnel ou pas, qu'on soit dans une famille qui est un projet en soi, eh bien, l'amour de soi et l'amour de l'autre doit toujours être présent. J'ai toujours essayé de voir, en fait, non, j'y suis pas toujours arrivé, hein, loin de là, mais j'ai toujours essayé de voir, quand je suis en difficulté avec un client ou quand je suis en difficulté avec, y compris avec un de mes enfants, hem, d'essayer de voir l'enfant à l'intérieur, même quand les enfants sont grands, hein. Parce que quand je vois l'enfant, c'est beaucoup plus facile d'avoir de la compassion. C'est beaucoup plus facile d'avoir de l'empathie. Je peux voir celui qui est en difficulté, plutôt que de voir, si je vois un arrogant, l'arrogance. Si je vois un «stupide» entre guillemets, bah, l'idiot du village ou je ne sais quoi, enfin en tout cas, un jugement que je vais porter sur lui. Si, j'ai quelque chose qui me déçoit, eh bien, je peux comprendre en fait que l'enfant n'a pas pu faire mieux. Alors que des fois, j'aurais tendance à être plus lapidaire avec l'adulte. Et donc, ça me permet de garder la compassion quand je suis en difficulté. Et parce qu'une fois qu'on a créé la fracture, eh bien, c'est difficile, des fois de ressouder. C'est pas toujours impossible, bien évidemment, heureusement, mais, c'est difficile. Et souvent, c'est l'amour qui est le lien. J'ai toujours impressionné à quel point on peut ne pas être juste, on peut ne pas faire ce qu'il faut avec ses enfants et ils vous aiment encore le lendemain matin ou le soir même. Donc, j'ai pas toujours été juste, j'ai pas toujours fait ce qu'il fallait. Mais ça m'a permis leur amour m'a permis de recommencer, d'essayer de faire mieux demain. Eh bien, c'est la même chose que je m'évertue à faire avec mes associés, les gens qui sont autour de moi. Évidemment qu'il y a des jours où je dois être pénible, où ils sont pénibles, pour moi en tout cas, ou pour eux. Mais le but, c'est de continuer, voilà, de continuer ensemble et d'aller plus loin. Oser, oser un voyage plus grand, oser dans la traversée envisager quelque chose de plus loin. Et c'est parce qu'on n'a pas défini des fois la- le lieu que quand on est ensemble, on est obligé d'aller travailler en plus parce qu'on ne peut pas avoir tout prévu dans un couple, on ne peut pas avoir tout prévu dans une association. Quand je parle d'association, que ce soit une association type 1901, un groupe, ou bien juste deux associés, eh bien on n'a jamais tout prévu. Et donc ce qui est beau, c'est justement l'aventure ensemble de ce qu'on n'a pas encore prévu. Parce que ce qui était prévu, on va dire c'est le minimum syndical, ce qu'on avait déjà défini. Mais ce qui est le vrai, ce qu'on demande, c'est d'aller vivre le reste. Alors j'avais envie aussi de vous parler dans cet épisode de l'indécence ou de la sincérité dans nos activités pour réussir nos traversées. Et la notion d'indécence avait à voir avec qu'est-ce que l'indécence, quoi? Qu'est-ce qui est montrable et ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est envisageable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors souvent, en fait, je pense que ce mot n'est pas toujours utilisé à bon escient. Je l'entends comme l'impertinence. Et l'impertinence, c'est dans un monde comme le nôtre, c'est souhaitable. C'est le fou du roi qui ose dire les choses. Comme de l'impolitesse. Alors l'impolitesse, quand même très partagée dans ce monde. Et je crois souvent pas que le mot indécent soit utilisé correctement dans l'impolitesse. Mais plus comme de l'inconvenance, de la grossièreté, de l'incorrection, de l'impudence même, on pourrait dire. Et j'aime bien me rappeler qu'en fait, dans les situations comme celles que l'on vit aujourd'hui, à savoir des grands chamboulements dans lesquels on a du mal à prévoir ce que sera l'année prochaine et a fortiori les années d'après, de savoir si en fait ce monde va pouvoir survivre tel qu'il vivait aujourd'hui, vraisemblablement pas de la même manière, mais comment on peut continuer à détruire autant de choses autour de nous et continuer à regarder le monde comme si rien ne se passait. Et pour moi, c'est ça l'indécence. Ça, c'est indécent de ne pas prendre en compte ce qui est. Et si on compare que par ce qui est convenable, eh bien, c'est inopportun,
donc ce qui serait opportun, eh bien je pense que c'est un vrai sujet que d'oser être indécent, que d'oser oser dire que ce monde, oser dire c'est pas le plus important, même si c'est fondamental d'oser dire, mais d'oser se mettre en rébellion ou en résistance, c'est-à-dire faire autre chose. Arrêter de voter contre, voter pour quelque chose, avancer dans un nouveau projet, mettre en œuvre quelque chose. Chacun de nous peut voir le monde différemment et chacun veut convaincre l'autre de la validité, enfin de la raison de faire ça d'abord. Et c'est toujours compliqué au lieu d'être ensemble, on est les uns contre les autres, au lieu d'être les uns avec les autres. Donc pour moi, ça aussi, c'est d'indécent que notre société ne nous aide pas. Alors, c'est à chacun de nous de le faire, bien évidemment, mais d'être davantage fraternel. Et, et c'est un très beau mot, fraternité. On pourrait dire sororité aujourd'hui aussi, bien évidemment. Et donc, moi, j'y associerais le mot sincérité. Donc, à quel moment on est sincère, sincere, la sincérité. À quel moment on ose être vraiment sincère. Et oui, à quel moment en fait on ose être non corrompu, c'était sans tache, pur. Et ça a à voir avec le sin, sang, sera, la cire, sincera, qui voulait dire en fait, qui qualifie en fait quand une statue était sans cire, qui ne cachait pas les défauts de la sculpture. Et donc à quel moment on est authentique, à quel moment on est vraiment franc. Et j'aime beaucoup, en fait, me reposer la question à quel moment je dis les choses avec la plus grande sincérité. C'est dans la relation, et on parlait de relations d'amour, on parlait de relations de fiabilité, ou on parlait de relations de loyauté, ou on parlait de relations d'associés. Eh bien, dans toutes ces relations, il est nécessaire d'avoir de la sincérité, et pour augmenter, pour réussir nos traversées, pour savoir où en est l'autre, pour savoir à quel moment un autre équipier doit y aller. J'ai eu tellement de situations à la fois professionnelles ou dans le monde du sport, dans lesquelles à un moment donné j'aurais aimé qu'un équipier ose dire qu'il n'était pas au niveau pour qu'un autre le remplace, qu'un autre, ou que moi-même d'ailleurs aussi, hein, j'ose admettre que c'était à moi de prendre ma décision et d'oser y aller, ou bien au contraire de me retirer. Je pense que tout ça, c'est des moments dans lesquels la sincérité est essentielle. Et aussi pour que les autres me disent, bah, il n'y a pas le choix, il faut que tu y ailles avec nous. Ok, et ça m'aurait stimulé davantage que de savoir que l'équipe attendait quelque chose. Donc on est des fois pas au rendez-vous parce qu'on n'a juste pas osé parler de nous-mêmes et d'être en sincérité. Et je voulais avant d'arriver à la fin et de vous conter une histoire, c'était de reparler aussi de quelque chose peut-être qu'on n'a pas parlé tant que ça avec Marc, mais dont on a parlé avant l'interview. On a parlé d'une partie de son activité. Il a une maison qu'il a retapée avec son épouse. Et, et, de passer beaucoup de temps donc, dans un métier manuel, alors que lui, artiste, il avait besoin de protéger ses mains pour ne pas les abîmer pour son piano. Mais c'était fondamental que d'être en contact avec le vivant et la matière. Et je suis un peu comme lui, de ce point de vue-là, j'ai participé ou j'ai créé un ensemble de maisons ou refaire un ensemble de maisons dans lesquelles j'habite, où j'ai habité. Et pour moi, le manuel, c'est une manière de rester au contact avec le côté terrien, de revenir au contact avec la terre et ce que je suis. Donc que ce soit à travers la nature, à travers, je sais pas, le jardinage, ce soit avec les balades en forêt, ou bien tout simplement, je sais pas, le côté maraîcher, ou bien dans une maison, de bricoler, de construire de ses propres mains. Je pense que on n'habite pas la même maison quand on l'a construit, quand on y a participé, quand on y a mis du sien. Et en plus de ça, on éduque nos enfants à ce monde qui jette beaucoup plus qu'il ne répare. Et donc, je pense que c'est bien de garder un contact avec le manuel
Et faut se rappeler que le manuel, c'est nos mains et donc on est des humains. Donc effectivement, fondamentalement, on a besoin d'être d'abord, pour faire ensuite. Et le manuel est un des moyens d'expression le plus fort, que ce soit à travers l'art, ça va de soi, mais aussi peut-être tout simplement l'artisanat ou tout autre type de construction, que ce soit même des essais. Et je pense il est grand temps de réhabiliter le manuel, qu'il est grand temps de réhabiliter, que le lien qu'il y a entre l'homme et tout ce qu'il fait par ses mains a pour moi largement sa place, voire plus de valeur que ce qu'il peut faire qu'avec son esprit. Évidemment que les deux ensemble sont très puissants et qu'il serait dommage de ne pas les utiliser ensemble. Mais c'est cet alignement, c'est d'être bien dans son corps et d'abord dans l'énergie du ventre, je disais, d'apaiser pour que en fait l'énergie de la tête soit puissante avec, dans ce sens-là. D'abord des terriens avant d'être des aériens. Et ça aide d'être dans le manuel pour de se reconnecter à qui nous sommes vraiment. Et en plus de ça, c'est un moyen énorme de pouvoir s'accomplir. Alors, avant de conclure, j'avais envie évidemment de vous raconter une histoire qui traite d'un conte qui s'appelle « Quoi qu'il arrive, tout arrive pour le mieux ». Alors ce conte, bien évidemment, vous pouvez le trouver dans le livre « 4 saisons pour trouver sa place dans ce monde ». Alors, quoi qu'il arrive, tout arrive pour le mieux. Alors comme souvent, je vais vous dire que c'est l'histoire d'un roi. D'un roi qui avait comme premier conseiller, en fait, un homme plein de sagesse. Un homme qu'il aimait particulièrement. Grand, on pourrait dire presque racé, qui savait s'effacer d'une très grande humilité. Et cet homme avait pour habitude de répéter cette phrase « Quoi qu'il arrive, tout arrive pour le mieux ». Mais cette phrase avait le don d'énerver le roi. Le roi qui ne comprenait pas toujours ce qu'il voulait dire, ce que cette phrase voulait dire. Alors je vous en donne un exemple. L'histoire se passe, au XVIe siècle, dans une contrée un peu lointaine, et ce roi avait une passion, il adorait la chasse. Alors il avait un territoire absolument extraordinaire pour chasser, et son conseiller l'accompagnait. C'était aussi un excellent chasseur. Alors ils avaient l'habitude tous les deux de chasser, et particulièrement ils aimaient en fait les animaux à plumes. Alors ce jour-là, ils étaient avec quelques hommes, tous les deux d'abord devant, et les autres suivaient. Ils trottaient tranquillement quand le roi repéra un superbe faisan. Il décocha une flèche et le tua sur le coup. Il se précipita pour le récupérer. Sûrement trop excité à l'idée de porter une de ses plumes sur son chapeau, il se coupa le petit doigt. Mais vraiment, le petit doigt resta au sol. Il était estropié à la première phalange. Alors tout en criant de douleur, il rechercha sa phalange tombée au sol, mêlée au faisan dans l'herbe, il ne savait pas. Son conseiller arriva, avec l'ensemble des autres chasseurs, ils retrouvèrent la phalange, la placèrent dans un mouchoir et dans la poche du conseiller. Et ils retournèrent au triple galop au château. Évidemment, ce qui ne devait pas être dit fut dit. Le conseiller, tout en chevauchant avec le roi, lui dit cette phrase malheureuse: « Monseigneur, comme vous savez, quoi qu'il arrive, tout arrive pour le mieux. Quoi qu'il arrive, tout arrive pour le mieux. » Là, je peux vous le dire, c'était la fois de trop. La fois de trop pour le roi. La douleur était trop forte. Alors à peine arrivé au château, il décida d'enfermer son conseiller dans les géoles et au 3e sous-sol du château. Et tout en vociférant, il retourna dans ses appartements au 1er étage, où il retrouva son médecin, qu'on avait été chercher. Alors celui-ci essaya par différentes tentatives de recoudre la phalange, mais ça ne fonctionna pas. Alors de peur que la gangrène ne s'installe, ils décidèrent de retirer tout le petit doigt. Il avait maintenant un doigt complet en moins. Il mit un gant, et après quelques semaines, son esprit retrouva un peu de sa clarté, sa douleur disparut, et il décida de se changer les idées. Il décida de repartir à la chasse,
mais cette fois, évidemment, sans son conseiller. Mais alors, tant qu'à faire qu'il était sans son conseiller, il décida d'y aller seul. Et à ce moment-là, il se passa quelque chose d'assez extraordinaire. Dès les premières lueurs du matin, il rencontra sur son chemin un superbe cerf. Un cerf, vous savez, avec des grands bois, et qui était particulier. Chaque fois que il était en train d'avancer, pour être dans une position que j'appellerais de tir, le cerf semblait l'attendre. Et au moment où il était à portée, le cerf reculait. Et cela, comme ça, de loin en loin, il chevaucha en fait toute la journée. Et sans s'en rendre compte, il sortit de son royaume. On aurait pu dire qu'il avait été hypnotisé par sa quête du cerf. Et après, quelque temps passé de l'autre côté de la frontière, eh bien le cerf disparut. Il se mit à le chercher et il comprit en fait qu'il était plus tout à fait où il fallait. La nuit était noire maintenant et il était en forêt. Et il ne se rendit pas compte qu'il était encerclé par ses ennemis. Ah, je dois vous préciser une chose aussi. Ses voisins, ses ennemis, n'étaient pas spécialement sympathiques. Ils étaient plutôt réputés pour être des féroces guerriers. Ils honoraient une déesse particulière dont le culte réclamait la réalisation de sacrifices humains. Et là, une proie extraordinaire, le roi. Quoi de mieux qu'un roi pour une déesse? Alors, évidemment, ils ne se firent pas prier pour l'attraper. Et pendant 3 jours, je dis bien 3 jours, ils le préparèrent avec des onguents, des saveurs, des senteurs, et ils le droguèrent. Ils le mirent sur une pierre, une grande pierre plate, très froide, semblable, on pourrait dire, à un autel, face à une assemblée. On entendit une grande acclamation, et le sorcier arriva. Il fit le tour de la pierre et se posta sur la gauche. Arriva ensuite le bourreau, qui fit aussi le tour du prisonnier, mais au lieu de se placer sur la droite de l'autel, il interrompit la cérémonie en ces termes. Quelque chose ne va pas. On ne peut pas offrir à la déesse un être qui est incomplet. Il lui manque le petit doigt de la main gauche. À ces mots, le sorcier et l'ensemble des prêtres qui étaient présents firent à nouveau le tour et validèrent le fait qu'il lui manquait le petit doigt et que l'on ne pouvait donc pas l'offrir à la déesse. Grande déception dans la foule. On le rhabilla, on le remit en selle sur son cheval, on se débarrassa de lui, autrement dit, on le guida, comme ça, encore drogué jusqu'à la frontière de son royaume. Petit à petit, reprenant ses esprits, il prit conscience de ce qu'il venait de vivre et qu'il avait failli perdre la vie. Il se rappela alors ce que lui avait dit son conseiller, cette fameuse phrase « Quoi qu'il arrive, tout arrive pour le mieux ». Effectivement, s'il avait eu encore son petit doigt, il serait mort. Oh, pas idiote cette phrase finalement, se dit-il. Tout arrive pour le mieux. Alors il décida de retourner au triple galop vers son château. 4 à 4, il descendit les escaliers, il alla ouvrir la geôle, se mit à genoux et s'excusa profondément devant son conseiller en lui disant « Toi qui m'as toujours conseillé et qui as toujours été à mes côtés, il aura suffi qu'une seule situation me déplaise fortement et que je te jette dans cette prison. Je ne sais pas comment tu pourras un jour me pardonner. » Le conseiller le releva et lui dit « Mais bien sûr, monseigneur, bien sûr que je peux vous pardonner. » Mais d'un seul coup, le roi se mit à rire. « Pardon, mais je repense à cette phrase que tu me dis toujours, hein, quoi qu'il arrive, tout arrive pour le mieux. Enfin, je veux bien pour moi. Oui, effectivement, j'ai eu la vie sauve parce que j'avais eu le doigt coupé. Mais toi, qui as-tu gagné? Tu as passé quelques semaines ici, dans un cachot, avec des rats, entouré de gens que tu ne respectes pas et que je ne respecte pas non plus d'habitude. Et je ne sais pas, je ne vois pas ce qui était le mieux pour toi. » Alors le conseiller lui redit « Je vous le répète, monseigneur, quoi qu'il arrive, tout arrive pour le mieux. Parce que si j'avais été avec vous, qui pensez-vous qu'ils auraient tué? Alors je vous le redis, quoi qu'il arrive, tout arrive pour le mieux. » Alors oui, bien souvent, il nous faut regarder au-delà des mésaventures de la vie, et même si elles nous désolent sur le moment ou que nous ne les comprenons pas,
Peut-être, sûrement. Il nous faut garder confiance, car tout arrive pour le mieux. À bon entendeur, salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.